Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et sillage, aéronautique et marine. Aujourd'hui, Envol et sillage met la lumière sur une des bases aériennes de France. La plupart des bases aériennes en France se voient pourvues de pistes et d'aéronefs pour effectuer leur mission. Une d'entre elles a une particularité, elle est située très proche de Paris, environ 20 km. C'est la base 921 Frères Mahé de Taverny. Et notre invité aujourd'hui n'est autre que le commandant de la base, le colonel Olivier Salabert. Bonjour mon colonel. Bonjour madame. Merci beaucoup de me recevoir et de recevoir Envol et sillage sur la base de Taverny, qui est une base historique, on peut dire. Oui, historique, oui, tout à fait. Historique puisqu'elle a été créée en 63. Donc ce sont cette période après la Seconde Guerre mondiale, de remonter en puissance des armées pour faire face à la guerre froide. Voilà, ça fait partie de cette histoire. Base qui a été rapidement le cœur, on peut dire, de la dissuasion nucléaire française, puisqu'elle a hébergé pendant des années, notamment tous les PC gouvernementaux, c'était proche de Paris, c'était une des raisons, donc en lien avec la dissuasion nucléaire. Alors on dit souvent que c'est une base, elle n'a pas bien sûr de piste, comme on le disait tout à l'heure, elle n'a pas donc d'avion, mais elle a un souterrain, et ça fait toujours parler énormément. C'était en fait au départ des carrières de gypse. Tout à fait. Donc c'est vraiment la particularité de la base aérienne, c'est ce qu'on dit l'ouvrage, on parle de l'ouvrage. C'est d'une superficie d'une 15aine d'hectares, donc dans la montagne, en dessous de la forêt de Montmorency. Donc effectivement, l'histoire, ça remonte au 19e siècle. Toute cette partie, c'était des carrières de gypse exploitées. La montagne a été creusée pour exploiter ce gypse. Elle a été ensuite utilisée, les carrières creusées ainsi ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands pour entreposer notamment des morceaux de V2 qui étaient ensuite acheminés et montés ailleurs. Ces carrières ont eu une utilité militaire donc, pour les Allemands, et ensuite après la Seconde Guerre mondiale, l'armée française a investi les lieux pour ses propres besoins. Et voilà, à partir des années 60, construction autour de cet ouvrage d'installation militaire pour accueillir un certain nombre d'états-majors. Jusqu'à plus de 2000 personnes dans les années 80-90 étaient présentes sur cette base aérienne. Et alors on dit aussi qu'il y avait des appartements, si on peut dire, du général de Gaulle. Oui, dans l'ouvrage, il y avait effectivement de quoi accueillir le PC gouvernementaux, le président de la République, pour qu'il puisse commander, si besoin, donner ses ordres, vivre même, à proximité de certains moyens, certains outils de commandement, puisque c'est ici que se prenaient des décisions en cas de besoin. Alors, en 2011, si on peut résumer, il y a eu énormément de changements, évidemment, en France, au niveau des bases aériennes, dont beaucoup ont fermé, mais il en reste, heureusement. Et la base, par contre, de Taverny a failli fermer, mais grâce, on va dire, à ce commandement. Tout à fait. En fait, ça partait des années 2000, c'est les dividendes de la paix, fin de la guerre froide. Toutes les armées ont un peu diminué de voilure. On a cherché à fermer des emprises, à rationaliser un peu les capacités. Donc on a voulu fermer la base aérienne. Et ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, il y avait des structures, des outils, des nœuds de communication qui étaient trop lourds à déplacer. Et donc en 2011, la base a perdu son statut de base, c'est devenu un élément rattaché à la base de Creil, qui est dans l'Oise, un peu plus loin. Toujours une emprise vivante, qui continue à faire son cœur de mission, à savoir la dissuasion nucléaire, avec un centre d'opération, des antennes qui continuent à fonctionner, donc avec un nombre limité de personnes. Mais voilà, ces missions n'ont jamais cessé sur l'emprise de Taverny. Donc depuis 2011, jusqu'à ce que soit décidé progressivement de redonner un petit peu de la consistance à ce site en recréant la base aérienne. Alors il y avait environ à l'époque plus de 1000 ou près de 2000... Voilà, jusque dans les années 2000, effectivement, plus de 2000 personnes sur le site. Donc c'était vraiment une vraie petite ville avec beaucoup d'états-majors. Donc il y avait
La principale mission qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui, donc c'est tout ce qui est en lien avec la dissuasion nucléaire. Mais sur Taverny se trouvait également le commandement en charge de la défense aérienne. Il y avait aussi un commandement en charge des opérations spéciales. Bref, il y avait beaucoup d'états-majors qui progressivement, à partir des années 2000, autour des années 2000, sont partis un petit peu à droite à gauche en province pour on va dire, désengorger le site. Et donc voilà, donc le cœur du cœur est resté, encore une fois, la dissuasion. Les autres états-majors sont partis et se trouvent sur d'autres bases aériennes en France. On parle aussi de Lyon-Montverdun. Oui, tout à fait. On parle de Lyon-Montverdun parce que vous avez dit en introduction qu'il y a plusieurs typologies de bases aériennes en France. Il y a des bases plateformes avec des pistes et il y a des bases de C2, ce qu'on appelle C2. C2 pour Command and Control, des bases de commandement et de conduite des opérations. Taverny est la base de C2 de la dissuasion nucléaire aéroportée pour l'armée de l'air. Et à Lyon-Montverdun, c'est une base aussi C2 pour les opérations conventionnelles. Conventionnelles, donc c'est tout ce qui est hors dissuasion, c'est la protection de l'espace aérien français, la défense aérienne, et aussi tout ce qui est opération, projection, en opération extérieure, projection de puissance. Voilà. Ce sont vraiment les deux bases de commandement et de conduite des opérations de l'armée de l'air, Taverny et Lyon-Montverdun. Et donc, je le disais, sur Taverny, à l'origine, il y avait à la fois la dissuasion et la défense aérienne qui se trouvaient sur Taverny. Et puis dans les années 2000, donc, toute la partie défense aérienne est partie sur le Mont-Verdun, où se trouve maintenant le Cap Coda, le centre air de planification et de conduite des opérations aériennes, qui supervise l'ensemble des opérations conventionnelles aériennes de l'armée de l'air. Il y a peut-être plus de personnel donc à Lyon-Montverdun, tout à fait, j'imagine, tout à fait, ouais, qu'à Taverny. Tout à fait. Ouais, c'est une grosse base aérienne. Où j'ai eu l'honneur de servir aussi 2 ans. Alors, voilà, on va parler un petit peu de votre parcours d'ailleurs tout à l'heure, parce que forcément il est intéressant pour tous les âges, hein, pour nos auditeurs. C'est toujours intéressant justement de savoir un peu, de pénétrer un petit peu plus dans le monde de l'air et de l'armée de l'air, et de l'espace maintenant. Combien de personnel maintenant y a-t-il aujourd'hui ? Alors, sur Taverny, un peu plus de 300 personnes travaillent sur le site, militaires et civils. 98%, on va dire, d'aviateurs de l'armée de l'air. Il doit y avoir 2 ou 3 marins, 1 ou 2 terriens, des personnels civils, comme je le disais. Voilà, un peu plus de 300 personnes qui sont sur ce site. Et je précise aussi tout de suite, me sont également rattachés des aviateurs qui sont sur Creil. Puisque, comme je vous le disais, entre 2011 et 2024, la réouverture de la base, Taverny dépendait de Creil. Et depuis 2024, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire les unités de l'armée de l'air qui sont sur Creil maintenant me sont rattachées. Donc j'ai un peu plus de 500 aviateurs qui me sont rattachés sur Creil. Et donc une certaine partie travaille directement pour le site de Taverny. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi des marins et de l'armée de terre. Donc c'est interarmé en même temps ? C'est une base, oui. Toutes les, aujourd'hui, c'est ça ? Oui, on travaille dans une synergie entre les armées parce qu'il y a des missions communes. Les soutiens sont communs. Donc en fait, vous pouvez avoir quelqu'un de l'armée de terre qui travaille dans une unité de soutien au profit d'une base aérienne. Enfin, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée, justement, à peu près ? Comment se passe une journée sur la base de Taverny, avec, j'imagine qu'il y a la levée des couleurs Oui, alors il y a effectivement... Pour essayer d'un peu de décrire, un peu, de pouvoir rentrer sur cette base par une description. Alors c'est pas évident, parce que sur la base aérienne, il y a plusieurs unités très variées, avec chacune des missions qui lui sont propres. Donc certaines unités ont des permanences. Vous voyez, vous êtes entré, il y avait un filtrage par des gendarmes de l'air et de l'espace qui me sont rattachés, qui assurent un filtrage H24 de la base, avec des gardes, même la nuit, etc., des tours de patrouille. Donc eux, ils ont un mode de fonctionnement particulier. Donc, il y a beaucoup d'unités qui ont des permanences, aussi les commandos qui protègent les commandos armés. Au niveau des forces aériennes stratégiques, ils ont des permanences aussi pour leur mission. Voilà. Il y a des unités qui ont parfois des rythmes un petit peu décalés par rapport aux citoyens lambda. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui ont plus sur un rythme classique. Ils embauchent aux alentours de 8 heures, ils terminent vers 17 heures. Avec là, écoutez,
ils ont un certain nombre de missions à remplir, assez variées. Et ils se retrouvent au repas quand même. Alors, ils se retrouvent Voilà, au repas. Oui, alors nous pouvons effectivement, nous avons la chance de pouvoir avoir tous les soutiens nécessaires sur le site, que ce soit la restauration avec Amès. On peut même se faire coiffer sur base, un coiffeur qu'on peut. Voilà, c'est un peu une ville en fait. C'est une mini-ville, c'est une petite ville pour une certaine. Pourquoi en fait on a tous ces capacités? On pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas manger à l'extérieur, etc. On a besoin d'une certaine résilience, d'une certaine autonomie pour faire nos missions, pour ne pas dépendre à 100% du monde extérieur. Si jamais il y avait des troubles, des tensions, pour avoir la réactivité aussi nécessaire, voilà, il faut que les bases aériennes aient une capacité de résilience. On voit bien qu'avec le contexte stratégique, au quotidien, les informations malheureusement le rappellent. Voilà, et c'est important d'être prêt en toutes circonstances à remplir les missions. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de capacités, restauration, mais même capacités électriques, etc., qui nous assurent de pouvoir conduire nos missions en toutes circonstances. Et les personnes dans l'ouvrage qui travaillent dans l'ouvrage, donc pareil, c'est 24 heures sur 24 également. Oui, voilà. Il y a un peu les deux. Il y a des gens qui viennent faire une amplitude, on va dire, assez classique de travail, et d'autres qui sont là H24. Donc elles prennent des permanences pendant. Alors ça dépend des unités, encore une fois. Ça peut être 24 heures. Derrière, ils ont un repos et ils recommencent. Ça peut être des permanences d'une semaine. Voilà, chaque unité a un petit peu des rythmes variés, ce qui fait que c'est vrai. Vous disiez, est-ce qu'on se retrouve au déjeuner? En fait, ça, oui et non. Il y en a qu'on ne croise pas trop, en fait, parce qu'on est des horaires décalés, voilà, etc. Ouais. Donc, on est à peu près, je vous le disais, 300 personnes sur le site. Maintenant, à l'instant T, je pourrais le savoir. Mais je ne sais pas facilement combien nous sommes. Il faudrait que je fasse une étude, parce qu'en fait, en fonction des... Puis il y a des gens qui sont aussi en permission, etc., ou en mission. Voilà, donc il y a... C'est une vie, ça rentre, ça sort en permanence. Voilà. Alors justement, vous m'amenez à cette question. Vous commandez donc cette base de Taverny. En même temps, vous gérez, c'est un petit peu comme une grande entreprise, puisqu'il y a tout, il y a l'infrastructure, il y a la technique, il y a aussi tout le personnel civil également. Et vous êtes aussi en charge, vous êtes commandant aussi de la DMD, la délégation militaire départementale donc du 95. En quoi ça consiste exactement cette délégation? Alors, le DMD, c'est le conseiller militaire auprès du préfet de département. Donc, le préfet a des questions sur l'emploi des armées, notamment sur le territoire national. Voilà, je suis son conseiller. Moi, je me retourne vers l'état-major des armées après pour l'éclairer. Et c'est vrai, on le voit au quotidien, par exemple sur les missions Sentinelle, qui sont très connues des Français. Voilà, le DMD est là pour faire le lien entre la chaîne opérationnelle des armées et les autorités préfectorales. Voilà, c'est un rôle, il y a ce rôle opérationnel, et ensuite il y a un rôle aussi, tout le lien armée-nation, le lien avec la jeunesse, pour faire rayonner les armées, pour donner du sens à ce qu'on fait auprès des citoyens, participation aux cérémonies, organisation d'activités pour la jeunesse. Voilà, il y a cette fonction de DMD qui est très importante, et qui vient en complément effectivement de ma casquette de commande de base aérienne. Mais vous êtes entouré, vous avez aussi vos délégués, vous avez voilà. Heureusement exactement. Moi je ne fais rien. Je m'assure que tout le monde travaille. Non, je suis le chef d'orchestre, on va dire. Vous coordonnez. Exactement, je coordonne, je commande pour m'assurer que la base aérienne remplit ses... Moi, le job de la base aérienne du commande base, c'est s'assurer que les unités opérationnelles puissent réaliser leur mission dans les meilleures conditions possibles. La raison d'être de la base aérienne, c'est les forces aériennes stratégiques, donc l'état-major des forces aériennes stratégiques qui est ici, qui doit remplir sa mission stratégique, comme son nom l'indique, en toutes circonstances. Donc je suis là pour m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils sont protégés, qu'ils sont nourris, qu'ils ont tous les soutiens en alimentation, que sont le personnel. Il y a aussi un gros volet administration du personnel, ressources humaines. Voilà, c'est mon job.
chef d'orchestre de toutes ces capacités. Et alors justement, les familles, les familles de militaires, est-ce qu'à un moment donné, il y avait un hébergement, je crois, sur la base? Est-ce qu'il y a de nouveau un hébergement Alors il y a des capacités d'hébergement pour les militaires, mais uniquement pour les militaires, pas pour leur famille. Ah d'accord. Oui. Donc c'est pour des militaires qui en expriment le souhait parce qu'ils sont célibataires. Célibataires de fait ou célibataires parce que c'est géographique, parce que leur famille est restée à d'autres endroits et donc ils ont besoin d'un logement la semaine sur base, mais aussi des hébergements pour les permanents qui dorment sur le site pour des raisons de service. Donc voilà, on a une capacité d'hébergement. Les familles ensuite sont hébergées à l'extérieur de la base, soit c'est eux qui se trouvent leur logement comme n'importe qui, soit nous avons un bureau logement dans les armées qui peut avoir des conventions avec des bailleurs pour faciliter le logement des familles. Et alors en parlant justement de la vie en général, il y a aussi sur la base, mais je crois que c'est dans l'ouvrage, une chapelle. Oui, exactement. Il y a une chapelle Saint-Yves, qui date de la construction de la base aérienne à la fin des années 60, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, en pleine guerre froide, on s'attendait au pire à tout instant. Il fallait pouvoir s'enfermer dans l'ouvrage et vivre pendant plusieurs jours en totale autonomie. Et donc, il fallait avoir toutes les ressources, notamment les ressources spirituelles pour tenir. Donc, effectivement, une chapelle qui est toujours utilisée. Donc, on a un aumônier catholique qui vient toutes les semaines célébrer effectivement une messe pour ceux qui le souhaitent à l'intérieur de l'ouvrage. Vous avez tous les cultes? Vous avez J'ai 4 aumôniers, j'ai 4 aumôniers rattachés à la base, donc catholiques, protestants, israélites et musulmans, qui viennent, qui sont à disposition du personnel. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette base, en général, de toute façon, mais des métiers qu'il y a sur la base, la possibilité de métiers, par exemple pour les jeunes aujourd'hui, quels sont les métiers? Il y a une diversité. Il y a une diversité incroyable de métiers. Et, pour faire fonctionner une petite ville comme la base aérienne, on a besoin effectivement de beaucoup de métiers très variés. Ça va j'ai beaucoup, moi, directement sous ma coupe, tout ce qui est ressources humaines, donc des spécialistes en ressources humaines. Il y a des métiers en lien avec un peu plus technique, parce qu'on a une centrale électrique. On a des métiers en lien plus avec l'aéronautique, parce qu'on est quand même directement dans les opérations avec les forces aériennes stratégiques. Donc il y a tous les métiers en lien avec l'aéronautique, des pilotes, des officiers, ou enfin pas que des officiers, des personnes qui font du renseignement, qui font des systèmes d'information et de communication. Ensuite, il y a les métiers de soutien, en restauration, pour l'hébergement. Enfin, il y a vraiment un panel de métiers incroyables. Et c'est vrai que les jeunes qui veulent s'engager dans l'armée, on peut trouver ce qui correspond à chacun. C'est ça la force de l'armée, c'est que ça. Alors, est-ce qu'un jeune aujourd'hui doit rentrer dans l'armée ou alors est-ce qu'il y a en tant que civil certains métiers et ensuite l'armée forme à ces métiers. Donc on peut recruter des gens qui sont déjà avec un certain nombre de bagages académiques, etc., ou avec une expérience et qui seront réutilisés, on va dire, dans l'armée. Mais ensuite, l'armée recrute directement avant le bac, au niveau du bac ou même post-bac, tous les métiers, les forme à ces écoles de formation, et ensuite les personnes sont affectées là où sont les besoins de l'armée. D'accord. Et tout à l'heure, vous disiez aussi qu'il y a quelques civils. Alors effectivement, il y a des civils de la défense, qui là aussi, un certain nombre de postes dans les armées qui sont ouverts au personnel civil. C'est beaucoup développé il y a une quinzaine d'années, et donc qui permettent d'accéder, ils n'ont pas le statut de militaire, et donc ils n'ont pas les inconvénients, mais ils n'en ont pas les avantages, c'est autre chose. Mais j'en ai aussi, moi, dans mes proches collaborateurs, de personnel civil de la défense, effectivement. Donc il faut qu'ils aillent voir s'ils sont intéressés. Exactement. Ces personnes vont voir sur le site. Ils vont sur le site, alors sur le site, effectivement, Internet, ou sinon il y a les centres d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA, qui se trouvent le plus près de Pontoise. Oui.
où il y a d'ailleurs les 3 armées qui présentent un peu le panel des métiers possibles, les voies de recrutement, comme je le disais, à tous les niveaux, pour intégrer les différents corps possibles. Est-ce qu'on peut parler de l'armée de l'air, là, aujourd'hui, des avions, des différents aéronefs, en 2025, évidemment, qu'il y a, par exemple, au niveau hélicoptère? Alors, au niveau hélicoptère, oui, parce que on ne l'a pas encore dit, mais oui, j'étais pilote d'hélicoptère. Oui, donc... la biographie, je ne l'ai pas encore faite, mais, Tout à fait. Mais voilà, vous étiez pilote d'hélicoptère, C'est ça. et entre autres du Fennec. Oui, j'ai fait beaucoup de Fennec, donc il y a une version militaire de l'écureuil qui est très développée. Donc c'est un appareil, effectivement, principalement utilisé pour la sûreté aérienne, la défense aérienne autour de Paris notamment. Donc en hélicoptère, c'était cet appareil. L'autre, en termes de matériel en hélicoptère, il y a les Puma, qui est un hélicoptère de manœuvre un peu plus important, un peu vieillissant, en cours de renouvellement par le Caracal, un peu plus gros que le Puma, avec une perche de ravitaillement pour pouvoir aller plus loin, plus vite, qui équipe notamment CASO et qui va progressivement remplacer notamment outre-mer les Pumas vieillissants. Et puis dans quelques années, ce sera le H-160, nouvel hélicoptère qui est un peu plus gros que le Fennec, un peu plus petit que le Caracal et qui viendra remplacer progressivement les flottes Puma et Fennec, le H-160. Et au niveau avion de chasse, Alors, évidemment, nous avons le Rafale. Alors voilà, dans l'armée de l'air, le fer de lance de l'armée de l'air, c'est bien l'aviation de combat avec le Rafale. Rafale, on va progressivement passer au tout Rafale. Il y a encore quelques Mirage 2000, Mirage 2000-5 et Mirage 2000D. On va progressivement arriver au tout Rafale avec une version biplace du Rafale pour justement la mission de dissuasion nucléaire à emporter, une version monoplace pour plus les missions de défense aérienne ou les autres types de missions. Et voilà, c'est le triptyque, dans l'armée de l'air, on parle du triptyque Rafale. Ensuite, l'avion de ravitaillement en vol MRTT, A330 MRTT, qui permet de projeter nos avions Rafale loin, là où il y a besoin d'intervenir. Et ensuite, triptyque, donc l'A400M, avion de transport A400M Atlas, qui permet de projeter lui également aussi équipement, matériel, hommes, à l'autre bout de la Terre si besoin. On l'a vu lors d'exercices ou d'opérations récentes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans l'océan Indien, cette capacité à projeter loin et vite, avion Rafale, MRTT A400M, pour pouvoir porter les intérêts de la France partout où ils ont besoin d'être défendus. Donc là, on avait donc Airbus, Dassault, exactement, Safran, Thales. C'est toutes les pépites industrielles françaises qui sont d'ailleurs issues de la dissuasion nucléaire. Si on a ces pépites industrielles françaises, c'est bien parce qu'il a fallu construire une dissuasion nucléaire française, avoir une autonomie. Et aujourd'hui, ces entreprises qui sont à la pointe nous permettent d'avoir des outils incroyables. Et aujourd'hui, on parle évidemment du drone, des drones. Des drones qui sont maintenant, effectivement, qui sont complètement utilisés dans les armées, donc avec des drones, soit des drones de reconnaissance, d'observation, des drones, ce qu'on appelle les drones MAL, moyenne altitude, longue endurance, que l'on utilise, sont mis en œuvre depuis la base de Cognac. Et ensuite, il y a des drones. Alors, c'est comme des avions, c'est quand même des beaux appareils. Ensuite, il y a des drones un peu plus petits, des drones tactiques. Ça va même jusqu'aux petits drones qu'on tient des nanodrones qu'on tient dans la main, qui sont utilisés pour aller regarder de l'autre côté ou rentrer dans des pièces pour aller observer par les forces spéciales ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment un outil maintenant qui est complémentaire des avions pilotés. Alors, les drones sont toujours pilotés, mais à distance. Mais voilà, c'est un outil complémentaire qui est largement utilisé dans les armées. Alors, puisqu'on en parle là aussi, nous sommes dans le domaine de l'aviation et l'espace. Alors l'espace, effectivement. L'espace, nouveau domaine, ou plutôt une continuité de l'aérien. Le message du chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est de dire qu'il n'y a pas finalement de discontinuité entre le sol et on monte progressivement l'air. Maintenant, il y a la très haute altitude, voilà, la qui est THA, la très haute altitude, qui est un véritable enjeu. Et puis le domaine spatial, tout ce continuum du sol jusqu'à l'orbite géostationnaire, qui est bien dans le domaine de l'armée de l'air et de l'espace, avec des enjeux capacitaires, parce que c'est sûr que ça coûte quand même cher de pouvoir investir l'espace, mais c'est un champ de confrontation à part entière.
des enjeux capacitaires, des enjeux de formation aussi, pour être capable que tous nos aviateurs puissent opérer dans ces nouveaux domaines. Pour revenir aussi encore, on redescend sur la base maintenant. Il y a un héliport quand même ici sur la base de Taverny. Oui, il y a une zone de pose hélicoptère effectivement qui se trouve juste au-dessus. Alors, de temps en temps, oui, de temps en temps, je fais poser quelques hélicoptères pour montrer. Alors ça peut être pour des besoins opérationnels, mais le plus souvent c'est dans un cadre d'entraînement. Je leur propose de venir se poser. Ça permet de rappeler, de montrer aux aviateurs comme aux habitants autour de Taverny qu'on est bien une base aérienne. Il y a avion, il y a aéronautique. Voilà. C'est important de toujours garder ce lien avec le domaine aérien, même si on est parfois dans des bureaux, dans des centres de commandement, etc. Eh bien, il y a quand même ce volet aéronautique qui nous est profondément cher. Et c'est important de temps en temps de revoir un petit peu, de sentir le kérosène de nos appareils. Oui, certainement. Et la ville de Taverny a dû vraiment être très, très heureuse de voir que la base revivait à partir de 2024. Oui, tout à fait. La base aérienne 921, qui est en base aérienne 921 de Taverny, mais on est bien sur 2 communes, on est sur Taverny et sur Bessancourt, avec M. Poulet à Bessancourt et Mme Portelli à Taverny, et qui sont ravis de voir la base, et qui ont beaucoup aidé l'armée de l'air à remonter en puissance sur cette base, en nous aidant notamment sur l'accueil des familles, on en parlait tout à l'heure, hébergement, crèche, etc. Nous tissons des liens très forts avec eux pour refaire vivre, créer... réimplanter pleinement la base aérienne dans son environnement, et ça c'est extrêmement important. La parité homme-femme, c'est vrai, c'est une question. Des personnes se disent « Ah ouais, maintenant dans l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, on voit quelques femmes. » Oui, mais pas mal maintenant. Oui, l'armée de l'air est l'armée la plus féminisée, pas loin de 25%. J'aurais envie de dire que c'est plus un sujet. Alors c'est un peu prétentieux, mais enfin... Ça ne devrait plus être un sujet, ça ne l'est plus dans le sens où tous les métiers sont ouverts, etc. Maintenant, on n'est que à 25%. C'est le fruit de l'histoire aussi. Pour former un militaire, il faut des dizaines d'années, donc progressivement. Mais j'encourage toutes les femmes à venir. Ce n'est pas un sujet. Surtout qu'on a une femme astronaute là maintenant. Tout à fait. Ancienne pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air. J'ai vu ça. Oui, mais c'est super. C'est Fiadno, oui, tout à fait. Oui. On va passer à votre biographie. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, ou les parents, vous avez commencé par l'école de l'air. Tout à fait. Je suis rentré à l'école de l'air en 2000, après avoir fait 2 années de classe préparatoire à l'école des pupilles de l'air, qui est une école de l'armée de l'air et de l'espace, qui est située à Grenoble, ouverte pour les pupilles de la nation au niveau collège-lycée, vocation sociale, mais ensuite les classes préparatoires sont sur concours, maintenant sur Parcoursup. Et donc j'ai eu l'opportunité d'y aller pour faire mes 2 années de classe préparatoire et intégrer l'école de l'air en 2000, dans le corps des personnels navigants, des officiers de l'air. Et après, très rapidement, vous êtes devenu élève pilote hélicoptère. Oui. J'ai fait le choix de partir sur le cursus pilote d'hélicoptère assez rapidement, fasciné par ces machines. Et donc une formation à Dax en interarmée sur Gazelle, avant de rebasculer dans l'armée de l'air sur une formation qui à l'époque se faisait à Toulouse Franck-Gazelle, la base a fermé maintenant. Et ensuite partir en unité, ma première unité effectivement sur Villacoublay, sur hélicoptère Fennec, au sein de l'escadron Parisis, au sein duquel j'aurais passé de nombreuses années, j'aurais fait plusieurs séjours jusqu'à commander l'unité en 2000. Oui, je vois que vous êtes allé, revenu. 2017. Effectivement, je fais des allers-retours. C'est souvent le cas en fait quand on est militaire. Je trouve que c'est une chance de pouvoir régulièrement changer de poste, d'avoir cette possibilité de découvrir d'autres choses. Ça, c'est une vraie richesse. Oui, c'est pas là. Quand j'ai rencontré des militaires, j'ai posé une question. Ah, mais où êtes-vous né ? Il y a un petit moment d'hésitation. Et finalement, parce que la personne a tellement parcouru de lieux, déménagé tous les 3 ans, souvent. Oui. Alors, quel est l'ancrage au départ ? Enfin, quel est l'ancrage C'est vrai. Y a-t-il un ancrage ? Mon ancrage, c'est la France. Voilà. Ensuite, il y a autant de carrières différentes que de personnels. Il y a des personnes qui font 15 ans au même endroit et ça leur va très bien. Et ça nous va très bien aussi. Et les personnes qui, tous les 2 ans, bougent. Ça dépend
Ça dépend des souhaits personnels, des besoins de l'armée, de la carrière dans laquelle on s'inscrit, dans son recrutement. Voilà, il y a beaucoup de critères différents. Moi, mon recrutement et mon profil fait que j'ai bougé tous les 2 ou 3 ans, effectivement. Oui, je vois Villacoublay, Paris. Alors après à Paris, vous étiez à Ballard. Oui, effectivement. De 2013 à 2014. Ouais, j'aurais fait 2 séjours à Ballard. À Ballard, oui. En dernier. Avant de venir ici, effectivement, j'ai fait 2 années à Ballard. Villacoublay. Villacoublay, comme on le disait, donc j'aurais fait plusieurs séjours à Villacoublay, donc au sein de cet escadron d'hélicoptères, le Parisis, et aussi en tant qu'assistant militaire du général commandant les forces aériennes stratégiques, ce qui m'a permis de découvrir plus particulièrement ce commandement que j'héberge aujourd'hui sur la base aérienne. Donc c'est une plus-value indéniable. Et alors, l'école de guerre. L'école de guerre, donc j'y suis passé, alors moi c'était pendant les années, c'était en 2020, oui. Pendant le Covid. Le Covid a eu lieu pendant ma scolarité. C'est une année où on se retrouve avec toutes les armées, enfin c'est interarmées avec des militaires marins, mais même du personnel civil, pour un temps finalement de réflexion, de pause dans sa carrière. On est toujours à fond dans sa carrière, pris par les opérations, etc. Et il faut voir ça comme une année un petit peu de pause, ce qui permet de réfléchir aux grands enjeux de la défense. À travers, on a pour cela des interventions de personnes de très grande qualité, pour permettre d'approfondir des sujets sur la défense, de se former, pour pouvoir mieux appréhender derrière des postes à plus haute responsabilité. Donc c'est très très intéressant. Très Tout intéressant. est intéressant, mais là... Oui, tout à fait, très intéressant. Et d'autant plus, comme je le disais, on est en interarmée, donc ça permet de croiser les cultures, parce que la première, souvent, et c'est un peu le cas pour tout le monde, c'est première part de carrière se fait souvent dans son armée d'appartenance. Et donc c'est important de décloisonner pour mieux comprendre les enjeux des autres armées, parce qu'on est, in fine, amené à travailler ensemble en opération. Bien sûr. Et alors, en totalité, pour dire à nos auditeurs, vous avez 2800 heures de vol. Oui, c'est ça. Et donc 58 missions de guerre. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de participer à l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Donc c'était en 2006, je pense, c'était avant que je parte outre-mer. Et donc effectivement, c'était un théâtre d'opération à cette époque, avec une forte instabilité politique, peut-être particulière, où on était en appui des forces françaises présentes là-bas, pour des missions de renseignement notamment. Et il y a un événement particulier dont vous pourriez nous faire part de ce que vous avez vécu? Quelque chose Oui, alors effectivement, enfin, ce détachement en Côte d'Ivoire était, j'ai le souvenir effectivement de missions notamment de nuit au-dessus d'Abidjan où il fallait s'assurer que les itinéraires des troupes qui devaient cheminer avec du matériel, etc., s'assurer qu'il n'y avait pas de point de blocage. Donc on était de nuit avec un camarade au-dessus d'Abidjan à vérifier tous les différents checkpoints qui pouvaient exister. C'est toujours... les vols de nuit sont toujours en plus dans une ambiance très particulière, très feutrée, qui fait qu'on garde souvent des souvenirs assez forts. Et bon, tout s'était très bien passé. Non, mais c'était des moments... Mais finalement, là où j'ai les souvenirs les plus forts, c'était quand j'étais outre-mer. On n'en a pas parlé, mais j'ai eu l'opportunité de faire 3 ans en outre-mer. Et en fait, outre-mer, c'est souvent l'endroit où les armées sont appelées en cas de difficulté, parce qu'il y a peu de moyens de l'État français, et notamment les hélicoptères, peu de moyens avec des difficultés d'élongation, de transport, etc. Et donc on était souvent sollicités pour réaliser des missions de sauvetage, de secours. C'est là où ça m'a plus marqué, en fait, ces missions que j'ai pu faire outre-mer. Ouais. Et un sauvetage particulier? Des sauvetages, où quand il y avait des naufrages de pêcheurs, on passait des heures en vol à sillonner la mer pour essayer de retrouver des pêcheurs qu'on retrouve finalement au bout de 2-3 heures de vol, alors qu'il nous reste plus que quelques minutes de kérosène pour les récupérer et les ramener à l'hôpital. Voilà, c'est des moments forts où on réussit à faire la mission
dans des conditions parfois difficiles, avec peu de marge de manœuvre, mais on y arrive parce qu'il y a une synergie, un travail d'équipage, une cohésion de groupe qui permet de dépasser ses peurs, de trouver les meilleures solutions et d'aboutir au final à réaliser la mission. Vous venez de dire, entre autres, justement, dans tout ce que vous venez, qui est superbe, une équipe. Et que ce soit le monde de l'air, le monde de la marine, l'armée de terre, la gendarmerie, la police, c'est une équipe. Et c'est une grande famille. Alors l'armée de l'air et de l'espace, c'est une grande famille. Oui. Moi, c'est ce qui m'a porté tout au long de ma carrière. C'est cet esprit qui anime les aviateurs au sens large, tous ceux qui participent. Il y a c'est difficile à définir. Le chef d'état-major de l'armée de l'air parle de l'esprit d'escadrille. Oui. L'esprit d'escadrille, c'est des liens forts qui se créent, où on suit un but commun, réaliser la mission, où chacun apporte ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire. Et il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et c'est vrai aussi avec les gens qui restent au sol. C'est pas que en l'air. Il y a quelque chose qui se passe. Et on se serre les coudes dans les difficultés. Et c'est très beau. Et c'est ce qui fait cette richesse. Et c'est ce qui m'a beaucoup porté tout au long de ma carrière. Et encore aujourd'hui. Voilà, exactement. Et c'est ce qui porte tous les aviateurs. Enfin, tous ceux qu'on appelle finalement aviateurs. Oui. Parce que derrière le mot aviateur, que ce soit très clair, ce n'est pas ceux qui pilotent les avions, mais c'est tous ceux qui participent aux faits aériens au sens large. C'est vrai que les auditeurs, ça peut surprendre, parce qu'on dit aviateur ou aviatrice, mais vous êtes pilote. Non, pas forcément. Non, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait imaginer un autre terme que j'en nomme. Mais les aviateurs, c'est tous ceux qui sont animés par ce sens de l'air, cet amour aussi de l'aéronautique et cette idée du ciel, de prendre de la hauteur sur les choses et qui nous porte et donc tous ceux qui participent au sol, en vol, sous terre, dans l'espace. Oui, d'être un maillon. Chaque personne est un maillon. Exactement. Et de la chaîne. Il y avait un slogan de l'armée de l'air à une époque, c'était pour faire voler nos avions, il faut toute une armée. Oui. Alors, c'était dans le sens où il faut un panel de métiers, de compétences, de savoir-faire pour au final permettre à nos avions, qui sont finalement la finalité, pouvoir projeter nos appareils, projeter de la puissance, etc. Mais pour réaliser cet exploit, quand même, ce n'est pas rien de réussir à faire voler ces appareils dans les cieux. Il faut que tout le monde s'y mette, beaucoup de compétences à mettre en œuvre pour réaliser cet exploit. Et vous-même, alors, finalement, comment en êtes-vous arrivé ? Quelle est cette passion que vous avez ? Est-ce que c'était depuis tout petit ? Oui, en fait, je ne sais pas d'où ça vient. Depuis tout petit, j'ai le souvenir de vouloir être astronaute quand j'étais petit, enfin spationaute. Après, je suis redescendu d'un niveau, je voulais être pilote de chasse. C'est pour ça que j'ai eu ce désir de rejoindre l'école de l'air. Et puis ensuite, à l'école de l'air, j'ai découvert les hélicoptères. Notamment, j'ai le souvenir d'avoir vu un Super Puma, c'était quand j'étais en prépa, un Super Puma en stationnaire, quelques mètres de moi. C'est incroyable d'avoir cette masse suspendue, c'est magique, c'est suspendue à ne pas bouger. Et ensuite, quand on est en école, on peut aller faire des vols un peu partout, à droite à gauche, pour découvrir les différents aéronefs. J'ai été subjugué par ces machines, et puis par la synergie, encore une fois, qui s'installe dans l'équipage pour réaliser les missions. Et ça m'a... j'ai suivi cette voie sans regret, avec beaucoup de bonheur. Et là, encore, vous parlez d'équipage. Vous voyez. Ouais. Donc, en fait, dans l'armée de l'air et de l'espace, on est seul et en même temps, on n'est pas seul. C'est ça qui est curieux. Ouais. C'est vrai. Quand je parlais de l'esprit d'escadrille que le SEMAE cite, et il fait référence à une citation de Kessel, parlant de Mermoz, où il dit effectivement l'esprit d'escadrille, c'est le geste individuel dans l'action de masse. Il y a bien cette notion à la fois individuelle où chacun a un rôle à jouer, est un maillon essentiel, on compte sur lui, sur ses compétences, mais ça s'inscrit dans une dimension beaucoup plus grande, dans une action collective dans laquelle il faut s'inscrire et qui est indispensable pour avoir quelque chose de plus grand. Ben là, vous me faites penser également à Georges Guilmer, qui allait voir même ses mécaniciens, et il participait même à la mécanique de temps en temps, et s'il n'avait pas eu les mécaniciens...
C'est vrai. Mais oui, dans un escadron, dans une escadrille, Tout. il y a des liens très forts qui se créent parce qu'on met nos vies entre les mains des mécaniciens, entre les mains de tous ceux qui préparent les missions, des contrôleurs aériens en vol. Voilà, on dépend les uns des autres. Mon colonel, on a fait un tour d'horizon, nous avons navigué, nous avons survolé, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Mais en dernier, avez-vous un message pour nos auditeurs, pour la jeunesse également? Mais écoutez, le message, c'est tous les jours, on voit aux actualités un monde qui change. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et je peux vous assurer que tous ceux qui sont dans l'armée de l'air, dans les armées, ils servent au quotidien avec excellence pour qu'on soit protégé au quotidien et dans le futur. Et c'est vrai aujourd'hui, et pour que ce soit vrai dans le futur, on a besoin de la cohésion, de la participation de tous les citoyens. Nous sommes l'armée de la nation. Donc ça se traduit dans les liens qu'il peut y avoir dans les cérémonies, dans les liens avec la jeunesse quand on va les voir. Là, ce lien, on parlait d'équipage au sein de l'armée, mais c'est une grande famille qui doit unir aussi, qui doit nous relier à la nation, que l'on peut vivre à travers des cérémonies ou des échanges que l'on peut avoir avec la jeunesse. Et je ne peux qu'inviter cette jeunesse, tous les citoyens, à aussi alors nous rejoindre, mais au sens large. Ça peut être rejoindre les armées. On a besoin de se renouveler en permanence, mais à travers rejoindre au sens plus large, à participer à la vie de la nation. Il y a plein de manières de servir son pays. Et c'est très beau, et ce qui donne du sens à sa vie. On ne travaille pas pour son petit nombril, mais pour une idée du bien commun, de la nation, de la France, pour vivre en paix et en sécurité. Voilà, ça c'est ce qui nous porte au quotidien, c'est ce qui porte tous les aviateurs de la base au quotidien. Et ces souvenirs du passé pour mieux vivre le présent et envisager le futur. Oui. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé aussi de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne. Voilà, un moyen de servir, de s'engager, c'est de la réserve. Vous êtes réserviste citoyenne de l'armée de l'air. C'était un des moyens, réserviste citoyen, des réservistes opérationnels, qui sont là aussi pour opérationnels, parce qu'ils sont là vraiment pour travailler avec les personnels d'active. Voilà, une manière de servir aussi son pays, de rejoindre la réserve. C'est des choses très belles. Merci infiniment, mon Avec colonel. grand plaisir. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je l'espère bien, j'espère que là, ils seront éclairés. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur YouTube Envol et Sillage, Catherine Indiana Loubet.